Bonjour à tous, puis bienvenue, à toutes et à tous, bienvenue, à ce webinaire. On va traiter, aujourd'hui les anomalies qu'on rencontre le plus fréquemment, nous, au support. Donc je suis Bertrand, je suis le responsable du support, chez Synology France et dans le cadre de notre activité, on a pu dénombrer, une dizaine d'anomalies qu'on va regarder aujourd'hui ensemble et qui représentent à elles seules une immense majorité des cas qu'on peut avoir, nous, dans le cadre de notre activité. Alors, le troubleshoot finalement, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait simplement de mettre, en évidence un défaut au travers de différents tests. On va regarder certains tests aujourd'hui. Il y en a un qui est fondamental dans le cadre du troubleshoot, il s'agit du test croisé. Le test croisé permet, à une personne en fait de tester du matériel, éventuellement des logiciels, quand on a en fait, des éléments en double. Et on va revenir là-dessus dans le cadre des diverses procédures qu'on a pour mettre en évidence les anomalies qu'on rencontre sur les NAS. Alors, aujourd'hui, quels sont les défauts les plus fréquents qu'on rencontre? Nous, il s'agit essentiellement des anomalies matérielles. On rencontre essentiellement des défauts sur des NAS qui sont éteints, qui ne démarrent pas ou qui ne répondent pas. Ça, c'est une première catégorie. On a ce qu'on appelle les NAS invisibles. NAS invisible, c'est un NAS qu'on ne trouve nulle part. On ne sait pas où il est sur le réseau ou autre. Parfois, on trouve ce NAS sur le réseau, mais celui-ci n'est pas joignable. On n'arrive pas à se connecter à celui-ci. Et enfin, un cas classique qu'on va prendre sur la partie logicielle, c'est les paquets qui ne se lancent pas. Alors, on va démarrer avec la grosse majorité des cas qu'on a, qui est le NAS éteint, qui ne démarre pas et qui ne répond pas. Alors, on a tout un tas de tests à réaliser. On s'aperçoit en un premier temps que les LED ne sont pas forcément dans un état normal. On peut avoir des LED qui ne s'allument pas du tout, ou des LED qui s'allument très partiellement, ou pas forcément toutes les LED. On peut avoir simplement un système qui ne démarre pas. On a les LED dans un bon état, mais on n'a pas du tout de système. Ou enfin, on n'arrive pas à se connecter à DSM, ou on n'arrive pas à accéder à la page web. Ça va être la première partie des cas qu'on va voir ensemble. Alors, ce qu'on va recommander dans ces cas-là, ça va être tout un tas de tests. Chacun des tests correspond à un défaut qu'on a déjà constaté sur le NAS. Je vais vous proposer ces tests à réaliser. Et puis, dans le cadre de ces tests, on va peut-être aussi avoir, on va en discuter, le fameux test croisé. Dans un premier temps, on va proposer de retirer tout ce qui a été ajouté par l'utilisateur. Donc, tout ce qui est en USB, on va le retirer du NAS. Votre NAS ne répond pas. Il est tout à fait possible que ce soit un défaut en fait d'une clé USB qui gêne le NAS pour démarrer et ou pour répondre. On peut aussi simplement avoir un défaut électrique quand tout est éteint. Et quand tout est éteint, effectivement, la prise électrique peut être en cause et il faut s'assurer que cette prise fonctionne ou fonctionne pas et ou simplement tester une autre prise dont on sait qu'elle fonctionne. Si on est sur une multiprise, c'est sensiblement la même chose. On a une multiprise, parfois on a une ou deux prises qui ne fonctionnent pas. On va tester d'autres prises afin de déterminer s'il ne s'agit pas simplement d'un défaut sur la multiprise. On va tester aussi un autre cordon d'alimentation qui part du bloc alimentation et qui va directement sur la prise. Souvent, il s'agit simplement d'un défaut du cordon. Et là, on peut regarder, on peut faire ce test croisé de cordon, c'est-à-dire si on a un cordon sur un autre NAS dont on sait qu'il est fonctionnel, on peut utiliser ce cordon sur le NAS qui est défaillant afin de déterminer s'il s'agit du cordon ou simplement d'autre chose. Enfin, si on a un autre bloc d'alimentation, on peut tester l'autre bloc d'alimentation en entier. Et enfin, il y a encore deux tests qu'on va recommander. Ça va être hors tension de maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 60 secondes, ce qui devrait vider les condensateurs. Et une fois que ça a été complètement réalisé, une fois qu'on a attendu ces 60 secondes, de mettre sous tension et afin de déterminer si le NAS redémarre. On a enfin un dernier test qui est retirer l'ensemble des disques du NAS. Et si on retire l'ensemble des disques et que le NAS ne démarre toujours pas, c'est qu'on a bien un défaut sur le NAS. Alors, on va voir les différents diagnostics possibles. Si d'aventure, on rencontre un défaut d'allumage et que le NAS s'allume après avoir retiré un élément, un disque USB, alors on sait que le disque USB est en cause.
De la même façon, si on sait que une autre prise électrique permet de démarrer le NAS, on sait que c'est la prise électrique. Ces tests-là permettent de mettre en évidence l'élément qui empêche le NAS de fonctionner. Si un autre cordon permet de faire fonctionner, alors on sait que le défaut vient du cordon. De la même façon pour le bloc d'alimentation. Enfin, si après avoir vidé les condensateurs complètement, le NAS ne redémarre toujours pas parce qu'on a un défaut qui est plus large. Et enfin, si après avoir retiré l'ensemble des disques du NAS, on voit le NAS démarrer normalement, c'est qu'un disque va générer en fait le défaut de tension d'alimentation, qu'on a probablement des disques à remplacer afin de faire redémarrer et faire fonctionner votre NAS normalement. Ça, il s'agit des éléments principaux. On va maintenant regarder le NAS invisible. Un NAS invisible, on ne le voit pas sur Synology Assistant, il n'est pas détecté sur le réseau. Certaines commandes ne permettent pas de voir où est le NAS ou si même simplement il arrive à se connecter. Alors on a plusieurs tests à réaliser. On va d'abord s'assurer que le NAS et l'ordinateur sont bien sur le même réseau local. Si on est sur 2 réseaux qui sont différents, on peut avoir des difficultés à percevoir au travers de Synology Assistant le NAS. Aussi, je recommande simplement de s'assurer que les 2 soient sur le même réseau local, idéalement simplement sur la même box, au travers d'un câble RJ45 qui va connecter l'ordinateur, mais aussi le NAS sur la box. Une fois qu'on est sur le même réseau, on va essayer de voir si oui ou non, on arrive à voir le NAS sur Synology Assistant. On peut aussi désactiver temporairement le pare-feu et l'antivirus sur l'ordinateur qui parfois gênent simplement la connexion. Il est aussi à prévoir parfois un défaut de câble. Simplement, les câbles Ethernet peuvent être en mauvais état et ou ne pas bien clipper en fait ni sur le NAS ni sur la box. Aussi, on invite simplement à tester un autre câble à tous les niveaux de la connexion, soit sur le routeur, soit sur le switch, soit ça peut être sur la box, sur le NAS, ça peut être aussi, on doit aussi pouvoir essayer sur d'autres ports. Un port réseau peut effectivement être en difficulté et quand on branche un câble fonctionnel sur un port qui ne fonctionne pas, alors le NAS n'apparaîtra pas sur le réseau. Donc on vous invite à essayer tous les ports réseau qui sont disponibles afin de déterminer si, avec d'autres ports et d'autres câbles, on fait enfin apparaître le NAS. On va aussi essayer, donc le contexte, c'est un autre environnement. Parfois, il s'agit simplement de votre ordinateur qui n'arrive pas à repérer ça. Alors, si on a un défaut avec votre ordinateur, l'utilisation d'un autre ordinateur ou un autre environnement permet de mettre en évidence si votre ordinateur est en défaut ou pas. Et pour ça, un autre ordinateur, connectez-le à Synology Assistant et regardez si le NAS est visible ou pas. Enfin, on va proposer 2 autres méthodes qui permettent de faire voir ce NAS. La première, c'est une réinitialisation du NAS. La réinitialisation mode 1 du NAS ne perd pas les données et permet en fait de réinitialiser toute une partie des paramètres réseau. Aussi, si on avait une IP qui était bloquée, un NAS qui était bloqué ou autre, on va avoir une réinitialisation qui permettra au NAS d'apparaître en fait sur le réseau à nouveau. Enfin, on recommande aussi, si aventure on avait des équipements intermédiaires comme des switch routeurs au box, si on avait des difficultés sur les cartes réseau, on va recommander de brancher le NAS directement à l'ordinateur afin de déterminer si le NAS est visible sur Synology Assistant quand on a simplement le NAS et l'ordinateur connectés en direct l'un et l'autre. Alors, voilà les conclusions qu'on peut avoir sur les différents tests qu'on a proposés. La première chose, c'est que si on n'est pas sur le même réseau, effectivement, le NAS va pas apparaître, sauf dans les cas de figure très particuliers, auquel cas, on va proposer simplement de configurer une connexion externe et ça permettra d'accéder plus simplement au NAS. Ensuite, si on avait un pare-feu ou un antivirus qui empêchait la connexion et qui font apparaître une fois qu'on les désactive, on va simplement proposer de configurer correctement les solutions de sécurité de l'ordinateur, éventuellement de se tourner vers les manufacturiers de ces différentes solutions afin qu'ils proposent les meilleures pratiques pour pouvoir vous connecter sur le réseau à votre NAS. Si jamais l'utilisation d'un autre câble permet de faire fonctionner votre NAS et le faire apparaître sur le réseau, alors dans ces cas-là, on va simplement proposer de remplacer le câble en défaut par un câble qui est fonctionnel. Si l'utilisation d'un autre port permet de faire apparaître votre NAS, on va simplement vous proposer de ne plus utiliser le port
et éventuellement de remplacer le NAS s'il est encore sous garantie, ou ça peut être aussi votre routeur, un switch, un PC ou autre. Enfin, si d'aventure l'utilisation d'un autre ordinateur permet de faire apparaître, le NAS sur le réseau et que votre ordinateur, lui, ne le permet pas, c'est qu'on a probablement un souci sur l'ordinateur. On est sur le test croisé, en fait, d'ordinateur, donc il est préférable de faire voir votre ordinateur et de le faire reparamétrer. Enfin, si on a un NAS qui n'est pas détecté sans aucun disque à l'intérieur et avec l'ensemble des paramètres au-dessus qui ont été vus, on a probablement un défaut de carte réseau sur le NAS, auquel cas il sera préférable de remplacer le NAS. On va voir ensuite qu'est-ce qu'un NAS injoignable. Un NAS injoignable, c'est un NAS qu'on voit sur le réseau, mais on n'arrive pas à accéder à celui-ci. Alors, comment est-ce qu'on s'aperçoit qu'un NAS est injoignable? Simplement, on le voit, on essaie de double-cliquer ou on essaie de monter un dossier, on n'y arrive pas à y accéder. Il y a tout un tas de vérifications à faire en amont, hein. Est-ce que le NAS démarre bien? Est-ce qu'on a les diodes qui sont normales sur le NAS? Si on n'a pas de volume ou si on n'a pas de défaut en fait sur le stockage. On va aussi essayer de la même façon que sur un NAS invisible de tester avec d'autres câbles Ethernet. On va aussi éventuellement tester un autre environnement. On peut tester un autre ordinateur comme avant. On peut essayer aussi d'autres ports Ethernet sur des appareils qui le permettent, les switches, les routeurs et autres NAS. Votre NAS a souvent plusieurs ports Ethernet. Et enfin, on va réaliser un test de ping entre l'ordinateur et le NAS. Test de ping, une commande tout à fait classique hein, sur votre ordinateur. Vous ouvrez un terminal et vous allez pinguer. Donc, vous allez lancer la commande ping, P-I-N-G, un espace, et puis l'adresse IP de votre NAS afin de voir s'il répond. Voilà, on va aussi rechercher le NAS sur Synology Assistant. Il est simplement injoignable, théoriquement, on est censé pouvoir le voir. Alors, si on a un défaut en fait sur les diodes, que les diodes ne sont pas correctement allumées ou pas dans la bonne couleur, on va simplement se reporter à la section des NAS éteints. On va essayer de voir si le NAS est éteint, on va essayer de diagnostiquer pourquoi. En revanche, si le NAS est allumé et qu'on n'a pas forcément les bonnes diodes, c'est qu'on a un autre défaut. Alors dans ces cas-là, on a une documentation qui est prévue, mais on est aussi là pour vous aider. Il faudra voir si on n'a pas simplement un défaut. Est-ce que les disques sont abîmés ou autre? Si jamais le changement de câble permet à nouveau d'accéder en fait à votre NAS, simplement, il faudra changer votre câble. On propose aussi simplement, si un port est abîmé, tout ou partie du port est abîmé, on va proposer simplement d'utiliser un autre port, éventuellement de changer le matériel qui était défectueux. Enfin, si on a un NAS injoignable, mais que celui-ci s'avère être joignable après avoir retiré la totalité des disques à l'intérieur du NAS, alors on sait que les disques empêchent le NAS de fonctionner, auquel cas on va recommander en fait de changer les disques, dans la mesure du possible. On va voir le dernier cas de figure, qui représente aussi un grand nombre de cas chez nous, c'est les paquets. Une fois que le NAS est allumé et joignable, les paquets ne veulent pas se lancer. On lance un paquet et puis finalement, il ne se passe rien, ou alors on a un message d'erreur. Après le lancement du paquet, ce paquet ne peut pas démarrer correctement, ou alors il se lance, mais on n'a aucune information et ça arrive, assez régulièrement. On a un paquet qui est bien lancé, on le voit dans le centre de paquet, mais ce paquet, en fait, va jamais permettre de faire des modifications dessus et on n'arrive pas du tout à cliquer à l'intérieur, en fait, des fenêtres. On va, dans un premier temps, proposer de redémarrer le NAS, ce qui va souvent, en fait, résoudre. Dans un grand cas de figure, en fait, on a une mémoire qui est saturée et le redémarrage du NAS va permettre de réinitialiser tout ça. On va proposer aussi, dans un deuxième temps, de désinstaller et de réinstaller le paquet. Alors, dans un grand nombre de cas de figure, la désinstallation et la réinstallation d'un paquet va pas toucher aux données qui sont à l'intérieur du paquet. On a certains paquets qui vont être un peu plus compliqués, comme Active Backup ou autres, où on peut avoir une certaine perte de données. Ça peut arriver, mais vous êtes toujours prévenu avant. Donc, on vous recommande de désinstaller et de réinstaller le paquet. Enfin, le dernier test à faire est un test de mémoire. On peut toujours tester la mémoire sur un NAS. Le test de mémoire se fait depuis Synology Assistant et après l'avoir activé. Quand vous réalisez ce test de mémoire, le test de mémoire peut prendre autant 3 minutes que plusieurs heures et le NAS reste injoignable pendant ce temps-là. Si le test mémoire reste bloqué trop longtemps, on sait qu'on a probablement un défaut de mémoire, auquel cas on va recommander de changer la mémoire.
Si jamais on a un fonctionnement stable après le redémarrage du NAS, on sait simplement que la mémoire était probablement saturée et que dans ces cas-là, il était préférable de simplement redémarrer et ou, redémarrer ça marche parfois aussi simplement depuis un paquet. Un paquet, on va sur le centre de paquet, on peut aussi simplement stopper et redémarrer le paquet. Ça va permettre de retrouver un fonctionnement stable. Si jamais si jamais le redémarrage ne permet pas, mais que la réinstallation du paquet permet de faire fonctionner le paquet, simplement qu'on devait avoir probablement un défaut de disque ou de mémoire, heu, au moment où on appelait, en fait, les données du paquet. Il est quand même préférable, après avoir réinstallé un paquet depuis le centre de paquet, il est préférable de s'assurer que les disques soient bons et de faire un test de vos disques sur un test smart. Et puis si d'aventure, les tests s'avèrent OK, je vous recommande aussi de réaliser un test de mémoire. Si enfin vous, au travers d'un test de mémoire, vous apercevez qu'il n'arrive pas au bout, on vous invite à nous contacter afin que nous puissions analyser ce test de mémoire et voir s'il n'y a pas, des actions correctives qu'on pourrait vous apporter. Voilà. Il s'agit en fait ici des 4 principales, les 4 principales anomalies pour lesquelles on est contacté ici au support. C'est assez simple. Souvent, on arrive à régler en fait ce type d'anomalie en ayant simplement fait le bon choix d'un NAS. Quand on a la bonne utilisation, les bonnes pratiques, d'un NAS, celui-ci fonctionne très souvent très longtemps chez nous. Aussi, la suite de tout ça sera comment choisir son NAS. Je vais laisser en fait Ibrahim, vous expliquer comment on choisit son NAS avec, Synology. Et je reviendrai en fait en fin de session, à la fin de son intervention, pour répondre à des questions en direct, afin de, si jamais vous avez la moindre question sur ce que je vous ai présenté, et qu'on puisse élargir ou qu'on puisse éventuellement approfondir certains points qu'on a évoqués ensemble. Bienvenue à ce webinaire destiné au choix de votre NAS. Je suis Ibrahim, Key Account Manager chez Synology, et nous allons donc voir ensemble dans une première partie comment choisir le bon modèle de NAS correspondant à vos besoins, puis dans un second temps, vous présenter les différentes gammes de produits pour les usages prévus. Les besoins diffèrent selon que vous soyez un particulier ou une entreprise. Nous allons donc faire une distinction parce que les besoins sont différents selon les cas d'usage. Pour un particulier, quels sont les critères à prendre en compte pour bien choisir son NAS? Est-ce que vous souhaitez utiliser votre NAS pour stocker vos fichiers, sauvegarder vos fichiers importants, gérer vos photos, faire du streaming vidéo ou de la musique? Il faudra prendre en compte le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser le NAS. Enfin, l'espace de stockage dont vous avez besoin. Tous ces critères sont utiles et vont nous aider pour choisir un NAS correspondant au mieux à vos besoins. Pour les entreprises, les questions à se poser sont un peu plus poussées. Voici donc les critères qu'il est intéressant de considérer. Souhaitez-vous plutôt un serveur de fichiers central? Plutôt sauvegarder des documents importants? Faire de la virtualisation de service par exemple? Il faudra faire un choix selon que ce soit un modèle tour, posé sur un bureau, ou un modèle rack, destiné à être installé dans une salle de serveur. Il faudra prendre en compte le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser le NAS. Et enfin, l'espace de stockage dont vous avez besoin. Pour vous aider à choisir un NAS qui correspond le mieux à vos besoins, nous avons justement mis en place un sélecteur de NAS qui recommandera le modèle le plus adapté à vos critères. Vous pouvez retrouver le lien sur notre site directement. Dans un premier temps, il faudra sélectionner votre cas d'utilisation selon si vous êtes un particulier ou une entreprise. Dans un second temps, il faudra veiller à sélectionner l'application que vous souhaitez utiliser sur votre NAS. Il faudra en choisir 1 à 3 maximum. Ensuite, il faudra sélectionner le nombre d'utilisateurs ou de périphériques que vous souhaitez connecter à votre NAS. Synology vous recommandera automatiquement les modèles les plus adaptés à votre critère. Mais bien sûr, n'hésitez pas à joindre nos services directement si vous avez besoin d'aide ou si vous avez un doute sur le modèle qu'il vous faut en cliquant sur le lien en description de la vidéo.
et nous vous recontacterons pour vous proposer une solution adaptée. Je vous ai montré comment choisir votre modèle de NAS. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie pour vous présenter les différentes gammes de produits pour les usages prévus. La gamme Value et J destinée aux particuliers, la gamme Plus plutôt destinée aux PME, la gamme XS pour Enterprise, la gamme SA pour l'évolutivité, la gamme FS Full Flash pour les performances. Nous allons donc présenter rapidement chacune des gammes un peu plus en détail. Je vais d'abord commencer par vous présenter la gamme J et Value, qui sont des NAS abordables pour petites structures. On y retrouve des produits d'entrée de gamme, parfaits pour des usages simples, tels que le partage de fichiers par exemple. Ce sont des produits qui sont peu gourmands en énergie et faciles à déployer chez vous. On retrouve dans cette gamme des modèles très connus comme le DS220J à 2B ou encore le DS418 à 4B. Ces modèles sont un excellent point d'entrée dans le monde du NAS. Si vous souhaitez aller plus loin, nous allons vous recommander les modèles de la gamme Plus. Ce sont des modèles polyvalents et très intéressants pour faire du multitâche ou de la sauvegarde. On retrouve dans cette gamme Plus des modèles au format tour très connus, tels que le DS220 Plus en 2B et le DS920 Plus en 4B, ainsi que des modèles rack également très populaires auprès des entreprises comme le RS820 Plus. Cette gamme est idéale pour tous vos besoins de base. Bien sûr, si vous recherchez plus de performances par exemple pour des besoins entreprises, on va plutôt diriger vers des modèles de la gamme XS. Cette gamme XS s'appuie sur des composants performants et redondants. Ce sont donc des produits idéaux pour tout besoin intensif. Si vous recherchez du stockage rapide ou un serveur complet, par exemple pour de la virtualisation, il faudra se diriger vers ces gammes. On y retrouve des modèles compacts comme le DS1621 XS Plus ou encore le RS1619 XS Plus, ainsi que des modèles allant jusqu'à 16 baies de stockage, extensibles jusqu'à 40 baies. Peu importe votre besoin en capacité de stockage, la gamme XS vous apportera des performances de haute volée. Dans le cas où vous recherchez du stockage à grande échelle, nous avons également une gamme dédiée à l'évolutivité. Il s'agit de la gamme SA. Ce sont des modèles destinés à héberger beaucoup de stockage avec la possibilité d'aller au-delà du pétaoctet. Il est possible d'ajouter plusieurs extensions à la suite de ces modèles afin d'augmenter la capacité de stockage. Ce sont des produits qui sont idéaux pour des besoins de haute capacité, mais à haute performance également. Si vous êtes intéressé par ces produits, nous vous recommandons de nous consulter. Nous avons deux produits, les SA3400 et les SA3600, qui peuvent répondre à de nombreux cas d'usage. Mais si vous recherchez au contraire les plus hautes performances possibles, nous disposons également d'une gamme dédiée aux performances extrêmes. Il s'agit de la gamme FS, qui sont des gammes full flash dédiées au stockage SSD. Nous avons plusieurs modèles dans cette gamme, dont le FS 6400, qui est notre produit le plus puissant, idéal pour des applications très intensives, et le FS 2500, qui est un serveur compact 1U, idéal pour les PME qui souhaitent accélérer leur transformation numérique avec un serveur full flash abordable. Pour ces produits également, n'hésitez pas à nous consulter pour avoir un conseil d'architecture personnalisée en fonction de vos besoins. Merci de votre attention. Nous allons dès à présent lancer la session de questions-réponses. N'hésitez pas à laisser un commentaire et nous y répondrons. Si vous souhaitez échanger sur un projet ou un partenariat, n'hésitez pas à me contacter directement via mon adresse mail comme indiqué sur l'écran. Merci Brahim. Écoutez, on a donc on a revu dans un premier temps les anomalies les plus classiques qu'on rencontre sur les NAS. Puis dans un deuxième temps, en fait, comment bien choisir son NAS. On démarre donc une session de questions et réponses live, si vous en avez. Je vous laisse simplement nous indiquer, nous poser vos questions et j'y répondrai là. On va se donner 5-10 minutes.
Alors, voyons ça. J'ai un projet à vous soumettre. Ah bah oui, oui, avec plaisir. Je laisse technique aller un petit peu plus loin. Alors, Franck nous demande: «Bonjour, fournissez-vous des outils pour exploiter facilement les fichiers de debug fournis par DSM et SRM?» Alors la réponse est non. La réponse est non, on fournit pas en fait, d'outils pour les exploiter facilement. En revanche, si vous êtes à l'aise parce que l'outil de debug, est un fichier .dat et il est tout à fait possible pour vous d'ouvrir en fait cet outil soit avec WinZip, soit avec 7-Zip et vous allez pouvoir extraire en fait, les journaux. Vous pouvez même demander au sein d'un ticket quels sont les journaux qui correspondent en fait à vos quels sont les journaux qui correspondent à vos paquets et si vous avez en fait des questions sur une partie des logs ou autre, on doit pouvoir vous aider. On n'est plus tout à fait dans le troubleshoot basique, mais aujourd'hui, pas encore. Ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, on ne fournit pas encore d'outils pour exploiter le debug. Et merci à vous, Franck. Merci. Alors, technique. En gros, j'ai un client qui souhaite créer un cluster de serveurs Hyper-V avec un cluster de NAS Synology sur lesquels seront stockés les disques des serveurs Hyper-V. Ah. Mmh. Alors, on n'est pas du tout dans le troubleshoot, classique, mais répondons simplement. Hem, alors un cluster de serveurs Hyper-V, pourquoi pas? Quel est l'objet? Est-ce que l'objet est simplement de sauvegarder des VM? Auquel cas, on va plutôt recommander d'utiliser, Active Backup et on va pouvoir stocker en fait, un backup des différentes machines virtuelles sur le NAS, que ce soit un cluster ou sans spécialement, un cluster au choix. Mais il est tout à fait possible s'il s'agit simplement de stocker en fait les données, on peut aussi en SCSI, monter un LUN et monter le LUN permettra de stocker, au travers d'Hyper-V, permettra de stocker directement sur le NAS. On a les documentations sur notre site dans l'assistance. Est-ce que c'est suffisamment clair, monsieur technique? Alors c'est plutôt l'idée du LUN. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. On peut créer un LAN même sur un cluster, ça, il y a aucun souci, c'est complètement jouable. Alors il y a sur la création sur ce type de projet, il est tout à fait possible en fait de nous contacter, hein, france@synology.com. On a tout un tas d'ingénieurs et autres qui doivent pouvoir vous accompagner en fait sur la mise en place de ce type de projet. Ça, il y a aucune difficulté pour ça.
Est-ce que la gamme XS est nécessaire pour réaliser des clusters? Pas nécessairement. En revanche, ça dépend en fait, tout dépend de l'appel de données, tout dépend des paquets et tout dépend de l'usage. Donc, un cluster parfois de simple game plus peut suffire. Il suffit de déterminer en amont en fait quel est le volume de stockage, combien en fait on va avoir d'appels de données sur le LAN. Puis enfin, surtout, quel est le volume de données. XS ira de toute façon plus vite, ça c'est une certitude. Il faut simplement réussir à dimensionner le projet. Et pour ça, je pense que nos équipes sont susceptibles de pouvoir vous aider. Comme je vous l'ai dit, hein, france@synology.com. Vous pouvez tout à fait faire un mail avec le récap, avec plaisir. Je vous répondrai même peut-être personnellement si jamais vous m'indiquez simplement le nombre de VM que vous souhaitez sauvegarder, quel est en fait le volume total de votre sauvegarde sur le LUN, et on va vous trouver en fait on va vous aider à trouver le NAS ou les NAS si vous souhaitez faire un cluster qui conviendront le mieux à votre projet, avec plaisir. Alors, le backup par Office. Alors, d'abord, bonjour Guillaume. Le backup par Office Backup de Synology VMM, comme pour VMware ou Hyper-V, ça arrive. On va essayer de remettre cette phrase dans son sens. Alors, j'imagine comme active. Alors, j'imagine que ça doit être un backup de machine virtuelle au sein de Synology VMM. Ah, ok. Est-ce que ça arrive? Alors, est-ce que ça arrive? Hyper Backup permet en fait de sauvegarder VMM. Donc, avez-vous essayé, Guillaume, simplement de sauvegarder le paquet VMM avec Hyper Backup? Oui, et du coup? Ah, effectivement, on n'a pas la granularité des VM, je suis complètement d'accord. Alors du coup, est-ce que vous souhaiteriez que je pousse la demande de fonction auprès de nos ingénieurs? Ah bah, comptez sur moi. Vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi. Je vous en prie, Guillaume. Alors, une autre question. Alors, on a Johnny qui nous demande, je dois paramétrer une flotte de téléphone avec Calendar, quel port utiliser pour CalDAV? Alors, je ne le connais pas par cœur. En revanche, on a, au sein de notre assistance, on a en fait une page qui récapitule la totalité des ports utilisés pour DSM, y compris CalDAV. Donc, je vous invite simplement à prendre connaissance. Je pense que mes équipes techniques qui sont derrière le webinar vont vous trouver le port exact. Alors, je ne pense pas que ce soit le 5000 ni le 5001 de mémoire. J'ai un petit doute. Ça, c'est plutôt DSM. Mais voilà. Je vous en prie, Johnny, on vous trouve le port exact. Voilà. Merci Fedaker pour la réponse. Alors, je suis toujours disponible pour vous encore un petit moment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis disponible pour vous.
Alors, je vais prendre une dernière question, si vous souhaitez. Nicolas, est-ce que vous nous envoyez les slides? Bah, écoutez, oui. Et puis, le webinaire sera en ligne aussi sur YouTube rapidement. On va pouvoir compter sur nos équipes communication, marketing pour la mettre en ligne sur YouTube. Alors attendez Guillaume, il y a un instant. J'ai une question. À quand la possibilité d'héberger des applications sur Sino comme pour les sites web? Alors, c'est un peu large comme question quand même. Sachez d'abord qu'on a un Docker sur la gamme Plus et au-delà. Docker permet en fait de virtualiser des applications, donc ça pourrait être votre solution, Valsin. Mais quel type d'application vous voudriez qu'on héberge? Donnez-moi un exemple. Alors, quel type d'application vous souhaitez héberger? Racontez-moi, Valsin. Des applications privées. Bah, vous pouvez réaliser votre container, hein. Si vous avez une application privée, vous en réalisez votre container et vous le lancez sur Docker. Bah, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, Valsin. Écoutez, je pense que c'est bon pour moi. Je pense avoir répondu. N'hésitez pas. Dans le cadre du troubleshot, si d'aventure vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer à france@synology.com les questions. Je prendrai connaissance de ces questions, je vous répondrai personnellement. N'hésitez pas. Ainsi pour la partie projet et dimensionnement des projets, de la même façon, on va rediriger vers les personnes qui sont chez nous spécialisées là-dedans. Et puis dernier point, vous pouvez aussi me demander en particulier, je dois pouvoir aussi vous aider si vous avez un besoin au téléphone ou autre. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un bon appétit. Merci à tous d'avoir été présents à ce webinaire. Merci à tous.